Hello à tous, c'est Mathilde de la Tanière des Freelances. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va partir sur une vidéo FAQ un peu classique, voilà, pour introduire ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions en rapport avec mon activité, mon parcours professionnel, mes études et finalement tout ce que vous vouliez savoir en fait sur ma vie de freelance. Alors du coup, j'ai comme petit mémo en fait mon portable avec toutes les questions à l'intérieur. Donc on va commencer, voilà. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais comme activité? Alors, il faut savoir qu'en fait, au-delà d'avoir donc ce projet de la Tanière des Freelances, moi à la base, je suis rédactrice web. Donc c'est-à-dire que j'écris des contenus en fait pour les sites internet, les blogs, etc. Et je suis également content manager. Donc en gros, je propose tout ce qui va être audit éditorial, stratégie de contenu, création de planning éditoriaux, etc. etc. On m'a demandé également depuis quand je m'étais lancée. Alors j'ai créé officiellement mon activité il y a 3 ans maintenant, donc en novembre 2017, plus précisément le 3 novembre 2017. En fait, j'ai fait mes études, j'ai fait un master en stratégie de communication. Je l'ai obtenu en juin 2017 et puis finalement je me suis lancée quelques mois après. J'ai passé l'été et puis je me suis lancée donc en novembre. Donc c'est-à-dire que 3 mois après mon master, je me suis lancée en freelance. Et en fait, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que je vous expliquerai un petit peu plus en détail après, mais c'était pas du tout prévu que je me lance en freelance. Et en fait, c'est mon premier client qui m'a aidé à faire les démarches. Voilà, sans lui, clairement, je n'aurais pas pu me lancer. Passons à la troisième question, qui est pourquoi je me suis lancée en freelance. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, comme je vous disais, ça s'est fait un petit peu par hasard, dans le sens où j'avais pas, quand je suis sortie de mon master, je me suis pas dit je vais me lancer en freelance. En fait, j'avais fait un stage de 6 mois et puis après je me suis dit à la rentrée je vais chercher un travail, voilà, un job salarié, soit dans une agence de communication ou de publicité, enfin ou une agence web, ou alors j'irai directement travailler au service com dans une entreprise. Et puis finalement, pendant l'été, enfin voilà, ça me trottait quand même pas mal dans la tête toute cette histoire-là. J'étais assez flippée et je comprenais pas en fait pourquoi j'avais cette espèce d'angoisse d'arriver à la rentrée. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris que finalement, j'avais pas envie de chercher un CDI, ça m'angoissait. J'avais pas envie d'avoir ce type de contrat. Et j'en ai parlé avec une copine de master à l'époque qui m'a dit bah écoute, moi je suis auto-entrepreneur en parallèle de études. En fait, elle était auto-entrepreneur et puis elle rédigeait des contenus pour un site. Elle m'a dit voilà, bah moi mon client il cherche à agrandir son équipe éditoriale et est-ce que ça te dit de faire un essai et voilà, et d'écrire un article pour lui et de voir ce que ça donne. Bah, moi j'ai fait bon bah ok, de toute façon apparemment j'ai pas envie d'avoir un job salarié, donc pourquoi pas, j'étais assez intriguée. Puis finalement je me suis dit c'est pas si délirant par rapport aux études en communication pardon, que j'avais faites. Je me suis dit bon pourquoi pas, je vais essayer. Et en fait voilà comment je me suis lancée, c'est-à-dire que d'une part je n'avais pas envie d'avoir un job en CDI, d'être avec un patron, d'avoir des collègues autour de moi, etc. Et puis j'ai eu cette opportunité finalement qu'on m'a apportée sur un plateau en fait, en me disant ben voilà, on te propose d'intégrer l'équipe édito du site. Donc voilà comment ça s'est fait, donc un peu par hasard. Alors on m'a également demandé comment je m'étais lancée, disons, dans le détail des premiers mois. Alors il faut savoir que quand j'ai créé ma micro-entreprise en novembre, entre septembre et décembre de la même année, j'ai fait des missions intérim.
Donc du coup, je cumulais et des missions intérim et la rédaction d'articles pour ce premier client. Alors pourquoi je faisais ça, au-delà d'être un peu maso, finalement c'est parce que avec le recul en fait, je me dis que j'ai eu peur de me lancer directement en tant que freelance. C'était pas un monde qui m'était totalement inconnu parce que mon papa avait une entreprise, donc je comprenais un peu cet écosystème de l'entrepreneuriat, mais j'avais toujours cette peur quand même de me dire bah voilà, je me lance à 100%, donc j'avais toujours des missions intérim et il y a des semaines où je faisais des journées, je me levais j'allais travailler à 4h30 du matin, je faisais un premier boulot jusqu'à 12h30. Après, je réembauchais à 13h30 et je finissais à 20h. Et le week-end, je rédigeais des articles. Voilà comment en fait je me suis lancée dans le détail. Donc ça a duré pendant 2 mois. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, stop, ça suffit maintenant. Enfin, de toute façon, j'étais complètement épuisée, ça menait à rien. Et je me suis dit un peu de confiance en toi, Mathilde, qui ne tente rien à rien. Mon premier client était satisfait des contenus que je lui envoyais. Et du coup, j'ai lâché l'intérim et du coup, je me suis lancée à 100% dans le freelancing. Ensuite, on m'a posé la question, est-ce que j'ai hésité quand je me suis lancée avec une autre activité, c'est-à-dire avec une autre activité que la rédaction web? Il faut savoir que quand je me suis lancée donc, en novembre 2017, comme je sortais d'un master en stratégie de com, au début, je me suis dit, bon, ok, je peux proposer de la rédaction d'articles puisque le client me le demande, mais pourquoi pas proposer également du consulting en communication, donc en gros stratégie de com, audit de com, etc. Et puis cette idée, finalement, ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis dit je vais me focus uniquement sur la rédaction web. J'ai commencé à m'intéresser à la rédaction web. Et je me suis dit, ok, vaut mieux que je me focus uniquement sur une seule activité, comme ça je vais être plus performante. Et en gros, voilà, donc cette idée de proposer de la stratégie de com, finalement, elle m'est passée un peu dans la tête et puis c'est vite parti. Alors ensuite, on me demande, est-ce que mes missions ont évolué depuis mon début d'activité? Alors oui, bien sûr, mon activité a évolué. Alors au début, oui, je proposais de la rédaction d'articles. Et ça a duré pendant, je dirais, finalement pendant 2 ans. Donc je suis passée de la rédaction d'articles, après j'ai fait des fiches produits, après j'ai fait des contenus de pages, de sites, etc. Mais je restais dans cet écosystème de rédaction vraiment purement opérationnelle. Et en 2019, en fait, j'ai commencé à en avoir un peu ras-le-bol. Je commençais à me lasser de la rédaction. Alors après, j'écrivais sur plein de sujets différents, mais finalement, je commençais à en avoir fait... Enfin, je me suis dit, j'en ai fait le tour. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer de la stratégie de contenu, pourquoi pas proposer de l'audit de contenu. Mais bien sûr, je me suis formée avant de proposer ça, je me suis vachement renseignée sur Internet, j'ai lu les bouquins des plus grands à ce sujet-là, et puis j'ai acquis une certaine confiance en moi aussi, pour pouvoir en fait proposer ces missions-là. Donc c'est vraiment venu petit à petit. Faut savoir que moi je suis assez lente, voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore compris. Je suis assez lente dans mes décisions et du coup j'ai vraiment voulu acquérir plein de compétences sur ces sujets-là avant de pouvoir les proposer à mes clients. Du coup, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis en 2020 ? Je fais toujours de la rédaction web. Avec mes clients. Je leur propose également donc de l'audit de contenu, la stratégie de contenu. Ça, ce sont des missions que je mets beaucoup plus en avant qu'en 2019 et en 2018, bien sûr. Et la troisième compétence que j'ai développée, je dirais, sur cette année 2020, c'est finalement la gestion des équipes de rédacteurs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour un client, pour les gros clients, disons, je m'occupe de gérer leurs rédacteurs, de les sélectionner, de leur faire passer des tests, de leur faire des retours, je m'occupe de la partie administrative, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une prestation que j'adore faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, au fur et à mesure, je pense d'ailleurs que je vais
vraiment développer cette partie-là parce que, comme je vous disais, la rédaction, là, je commence vraiment à en avoir un peu marre. Je trouve ça extrêmement énergivore, c'est très chronophage. Et à part sur certains clients, certaines thématiques où j'adore écrire, typiquement l'entrepreneuriat, il y en a d'autres où voilà, ça me plaît un peu moins et puis j'ai plus forcément envie en fait. Mais je pense que ça c'est normal. Au début je me l'interdisais. Je me suis dit non, je fais que de la rédaction, tant pis. J'essaie de trouver d'autres clients avec d'autres thématiques. Mais finalement j'en reviens toujours à ce truc de bah non, la rédaction, ça va. La partie purement opérationnelle, j'en ai un peu marre et j'ai envie de prendre un peu de hauteur, de participer à des projets d'envergure et de proposer de la stratégie. Du coup, on va passer maintenant à des questions un peu plus axées sur la prospection. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ta prospection a évolué en fait depuis le début de ton activité. Donc j'ai un début de parcours un peu atypique, je dirais dans le sens où pendant un an, donc c'est-à-dire de novembre 2017 à novembre 2018, j'ai travaillé qu'avec un seul client. Donc c'est pas forcément, je vous conseille pas forcément de faire ça, mais c'est comme ça en tout cas pour moi que ça s'est passé. Alors pourquoi j'ai fait ça? Il y a deux raisons principales. La première raison c'est que ce client-là me payait très bien pour la rédaction, et la deuxième raison c'est qu'il y avait beaucoup de travail avec ce client-là, donc finalement j'avais pas nécessairement besoin d'aller prospecter. La troisième raison quand même sous-jacente, c'est que je flippais à mort d'aller prospecter. Il faut quand même que je sois honnête. Je savais pas comment faire. Je savais pas comment m'y prendre, je savais pas par où commencer, qui allait démarcher, je savais pas comment ça se passait. Donc je me suis dit, pendant un an, voilà, en fait, j'ai mis ça de côté et j'y ai pas pensé. Et puis, fin 2018, début 2019, mon client me dit écoute, on va devoir mettre sur pause parce qu'il faut qu'on revoie toute notre stratégie éditoriale. Donc pour le moment, la rédaction, c'est sur pause. Et là, je vous explique pas, ça a été un peu un choc en fait. Ça m'a fait un choc parce que je me suis dit mais merde, comment je vais faire en fait, j'ai rien. Et j'ai laissé passer quelques jours et du coup, je me suis dit ok, je vais repartir de zéro en fait. C'est-à-dire que j'ai dû définir mon offre, définir mes tarifs, définir un client, enfin oui, une cible en fait, un client idéal, et puis définir surtout une stratégie de prospection. Et j'ai également créé en fait un portfolio où j'ai mis les URL des contenus que j'avais déjà rédigés pour montrer en fait mon travail. Et puis à côté de ça, je m'étais créé aussi une petite plaquette de communication où je présentais mes services. J'avais récolté du coup le témoignage de mon client. Donc voilà, en gros des outils pour se vendre. Et après, j'ai commencé à me renseigner un petit peu finalement sur les clients des rédacteurs web. Et je me suis dit, ok, j'ai deux grandes cibles, ça va être les agences web, les agences éditoriales, les agences de communication, et puis les gros sites. Peu importe le domaine d'activité, mais vraiment les gros sites. Et voilà, et en gros, je me suis fait un listing avec des noms à contacter. J'ai essayé d'aller récolter ici et là des adresses mail. Et puis voilà, j'ai créé un mail personnalisé et puis j'ai contacté ces personnes-là. Et puis, j'ai fait une grosse phase comme ça de prospection donc début 2019. Et puis, au printemps, ça a commencé à porter ses fruits. Donc, je pense que ça a bien mis un mois et demi. Et puis, j'ai commencé à avoir 1, 2, 3, 4 autres clients. J'ai commencé à bosser avec une et une deuxième agence, une première agence et une deuxième agence. Donc voilà, ça c'est pour l'année 2019. Et puis début 2020, j'ai refait en fait une petite phase de prospection. Et puis pareil, là j'ai plutôt utilisé LinkedIn dans le sens où en fait je cherchais directement les noms, soit des content managers, des responsables éditoriaux, directement sur LinkedIn.
Et je l'ai démarché en fait comme ça, j'ai essayé d'engager la conversation par message privé et puis après je proposais mes services tout simplement. Et ça m'a rapporté, je sais plus, peut-être 2 ou 3 autres clients supplémentaires. Après, ce qui a beaucoup fonctionné aussi également, c'est tout ce qui est de l'ordre de la recommandation, du bouche à oreille, des témoignages clients, etc. Je sais qu'il y a certains de mes clients avec qui j'ai commencé au tout début qui en fait m'ont recommandé à leurs amis ou à leurs clients ou à leurs partenaires, etc., à leurs fournisseurs. Et ces gens-là, après, sont venus me contacter. Et ça, c'est vraiment l'idéal quand on n'a plus besoin de prospecter et que finalement, c'est les clients qui nous mettent en avant en fait et qui nous vendent. Je vais terminer cette vidéo avec une dernière question qui est toujours axée prospection. La question, c'est comment est-ce que je trouve mes clients actuellement et est-ce que j'utilise LinkedIn? Donc, il faut savoir que je ne prospecte plus depuis presque 1 an. En gros, ma dernière phase de prospection, elle a été sur le tout début 2020, peut-être même genre décembre 2019, janvier 2020. Et puis, depuis, je ne prospecte plus. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que mon portefeuille client, il est complet. C'est-à-dire que moi, tous les mois, ce sont des clients réguliers avec les mêmes volumes de contenu à produire. Donc clairement pour l'instant je ne peux pas prendre plus que ça en termes de clients. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je reste en veille active dans le sens où je regarde un petit peu ce qui se fait en termes de prospection, je regarde comment ça évolue dans mon domaine, tout simplement parce que je suis pas du tout à l'abri qu'un client me lâche. D'ailleurs, ça m'est arrivé, il y en a 2 qui m'ont lâché pendant la première phase du coronavirus, là, au printemps. J'en ai trouvé 2 autres juste après, donc j'ai été pas vraiment impactée. Mais d'où l'intérêt finalement de rester en veille parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui mon portefeuille client est rempli, que j'ai du travail tous les mois, que l'année prochaine ça sera pareil. Vu en plus le contexte actuel, clairement je reste sur mes gardes. Je me dis à tout moment ça peut me tomber dessus, à tout moment j'ai des clients, que ce soit des gros clients ou des entrepreneurs qui peuvent me dire je suis désolée mais j'ai plus la trésorerie, je peux plus te commander d'articles, etc. Donc voilà, il faut toujours rester sur ses gardes et rester en veille et voir ce qui se fait un petit peu dans notre secteur. Et pour la question, est-ce que j'utilise LinkedIn? Alors non, j'utilise pas LinkedIn en ce moment pour faire de la prospection. Après, mon profil LinkedIn est rempli et détaillé. J'ai, je crois, une dizaine de témoignages clients et tout a été détaillé, etc. en amont. Mais par contre, c'est vrai que je ne fais pas de stratégie de contenu sur LinkedIn. Ça me sert juste en fait à faire de la veille, comme je vous ai expliqué. Par contre, si je peux donner un conseil aux débutants, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment prospecter, comment faire pour trouver des clients. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous commencez en fait de multiplier les canaux de prospection, c'est-à-dire que vous devez savoir où est votre cible et aller les contacter là où ils sont. Alors bien sûr, si vous me dites ma cible elle est uniquement sur LinkedIn, bien sûr, ne perdez pas votre temps à aller sur les autres réseaux sociaux ou des plateformes ou quoi. Allez les contacter sur LinkedIn. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie de FAQ. J'ai d'autres questions en réserve. On va parler de tarifs, on va parler de mes projets futurs, mes objectifs, comment je vois ma vie de freelance finalement dans quelques mois, quelques années même. Donc si ça vous intéresse, écoutez, on se retrouve dans la partie 2 de la FAQ. À très bientôt!